Pour faire suite à cette première intervention qui a eu le mérite de remettre un petit peu voilà, les choses au carré sur ce qui est une IA et ce que n'est pas une IA, on va parler maintenant de la sécurité. C'est le sujet qui vous intéresse certainement le plus. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les IA se sont développées à une telle vitesse hein, que, comme dans bien des domaines, quand on va trop vite, on met souvent la sécurité au deuxième plan. À partir du moment où on met la sécurité en deuxième plan, c'est là que les problèmes commencent à se produire. Et c'est là surtout que l'exploitation peut se produire sur ces programmes, puisqu'on parle encore de programmes aujourd'hui. Aujourd'hui, la question qu'il va falloir se poser, c'est à quel point les IA, en tout cas les assistants, sont fiables, hein, à quel point on peut compter sur eux en termes de sécurité, en termes de fiabilité, mais également en termes d'éthique. Pour parler de ces sujets, nous avons aujourd'hui 3 invités, 2 qui viennent du monde de la recherche, un qui vient du monde du secteur privé, qui vont pouvoir confronter leur vision des choses sur la notion de sécurité, sur ce que devrait être la sécurité, et puis aussi peut-être faire un état des lieux de ce qu'elle est réellement. Je vous demande d'accueillir Aurélien Mailloux, Nicolas Cotte et Federica Granese, s'il vous plaît. Je vais vous présenter en quelques mots nos différents intervenants qui ont des cursus et des parcours assez riches. Donc, on va rester très synthétique, évidemment, sur leurs activités. On va commencer par Federica. Federica est postdoctorante euh, à l'Institut de recherche pour le développement, dans l'unité de modélisation mathématique et informatique des systèmes complexes, l'UMISCO. C'est ça, j'ai rien oublié. Elle est également diplômée de l'Institut Polytechnique de Paris et de l'Université de Sapienza à Rome. Ses intérêts sont situés entre la sécurité du machine learning d'une part et également le machine learning appliqué au domaine du médical. Aurélien, Aurélien, vous êtes diplômé de l'Institut national polytechnique de Grenoble. Vous avez travaillé dans le monde de la biométrie et vous avez intégré le CEA en 2009 en tant qu'ingénieur-chercheur en intelligence artificielle. Vous travaillez sur l'apprentissage fédéré depuis 2017 avec un focus particulier sur la robustesse aux attaques en lien avec la confidentialité des données et l'intégrité des modèles. Au travers de projets industriels, vous avez également participé au déploiement de solutions fédérées, notamment dans le domaine médical, on a quelques points communs avec Federica, et également du véhicule autonome. Vous vous intéressez bien entendu de près à la cybersécurité des intelligences artificielles à travers les cyberattaques d'appartenance. Je pense que vous nous expliquerez de quoi il s'agit tout à l'heure. Et Nicolas, depuis 4 ans, vous avez intégré les équipes de Tetris, qu'on ne présente plus. Dans les équipes de recherche et développement, vous avez accumulé une expérience significative au sein des départements informatiques de grandes entreprises en France. Vous avez occupé le poste de RSSI dans des secteurs aussi variés que l'industrie ou le monde de la distribution. Et vous prenez en particulier en compte les particularités des systèmes d'information avec une approche holistique. Alors, il faudra nous expliquer ce que vous appelez l'approche holistique, qui englobe à la fois les problématiques métiers et surtout les aspects cyber qui nous intéressent aujourd'hui. Merci à tous les 3 d'avoir répondu présent à cette table ronde. Nous avons préparé quelques questions autour de la notion de sécurité, de fiabilité et de confiance des intelligences artificielles. Et on va sans plus tarder d'ailleurs commencer. Alors je vais m'adresser à chacun d'entre vous pour certaines questions. N'hésitez pas à intervenir, à vous compléter les uns les autres. L'objectif c'est que ça soit vivant et surtout de provoquer un peu la discussion et le débat bien entendu. Nicolas, on va commencer par vous. Normalement on aurait dû commencer par vous Federica, mais la première question je pense c'est plus adapté pour Nicolas. De quoi parle-t-on quand on parle de sécurité dans les IA concrètement? Alors la sécurité, tout d'abord, l'IA, comme on a vu sur les séquences précédentes, est utilisée pour des systèmes critiques, pour des systèmes financiers. Par exemple, prenons l'exemple des décisions pour le crédit, mais également pour le médical, pour le diagnostic. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais également pour la cyber. Donc, on se dit que finalement, l'IA, au service du secteur public, au service du secteur privé, au service des armées,
où on parlait tout à l'heure de déterminer est-ce que c'est une menace ou pas une menace pour décider, bah, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui, on l'a vu dans la séquence précédente, induit beaucoup de complexité. Quel est l'usage? Pourquoi faire? Mais pourquoi l'IA? Pourquoi cette IA a pris une décision? On va parler donc d'explicabilité. On a besoin de fiabilité, on a besoin d'être sûr que finalement, l'IA va pas nous lâcher en chemin. Et on a besoin aussi d'éthique. Et on voit, et je pense qu'on en parlera après, quand on parle de quelles sont les données utilisées, finalement, en fonction de la représentativité des données, on peut amener des biais qui sont dévastateurs. Reprenons l'exemple du crédit. Prenons l'exemple du code postal. Si vous intégrez la notion du code postal dans la prise de décision, vous induisez une discrimination. Est-ce éthique? Non. Donc, on voit que l'usage de l'IA, par sa cible, par sa vocation, il va falloir le sécuriser. Il va falloir le sécuriser sur la base de 3 critères. Le premier critère, la fiabilité. On a besoin d'avoir une réponse, que la réponse soit consistante. Une question posée doit avoir une réponse posée. Il doit y avoir de la prédictabilité. On doit savoir ce qui va se passer. Le deuxième élément, c'est la confiance. La confiance va être basée sur le modèle, déjà. Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Je suis sûr que ça sera des débats. Sur aussi, est-ce que ce modèle est explicable? Les choses, vu du secteur privé, quand on parle d'IA dans les produits, la première question, c'est pourquoi? En cybersécurité, une IA a pris une décision de dire ceci est une menace. La première question que vous posent vos spécialistes au niveau des centres opérationnels de sécurité, des SOC, c'est pourquoi? Et si vous n'êtes pas capable de leur expliquer le pourquoi, de la confiance, vous passez à la défiance. Parce que ça ne rentre pas dans les modèles humains et comportementaux. Et l'éthique, en fait, c'est lutter contre la discrimination, c'est lutter contre l'inégalité, l'inéquité. Donc le F, le C, le E, un peu comme le CID, de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité. Mais finalement, l'IA, c'est quoi? L'IA, c'est un système d'information à part entière. Et pourquoi on ne va pas le sécuriser finalement avec la même approche? On parle de méthode de sécurité dans les projets. On va mettre en place qui accède, pourquoi, à quel usage. Ça sonne quand même un peu comme la régulation autour de la protection des données personnelles. Les 5 W, pourquoi, quand, comment, et ainsi de suite. Et après, on va mettre en place des mesures. Des mesures pour protéger l'accès aux données, pour protéger le modèle. Parce que le risque, comme il y a ce côté non prédictible et possiblement non fiable, avec un manque de confiance, comment on va protéger que quelqu'un ne va pas attaquer le modèle en lui-même? Comment on va protéger que quelqu'un ne va pas venir perturber le jeu de données qui est utilisé, pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure, quel sera le mot d'avant, quel sera le mot d'après? Et donc, on va mettre en place des mesures techniques, du chiffrement, on va mettre en place de l'authentification, on va mettre en place de l'autorisation. In fine, toutes les bonnes pratiques qui sont portées au travers du RGPD, au travers de NIS 2, il faut venir se les appliquer sur la mise en œuvre dès la conception de l'IA. Et ce qu'on voit, et là c'est l'ancien RSSI qui parle, c'est le métier veut aller vite, vos usages ont besoin d'aller vite, et c'est comment accompagner la sécurité sous forme de projet finalement pour s'assurer que l'enjeu métier est répondu, mais qu'en même temps, les données, vos données, qui viennent alimenter ces moteurs, ne viennent pas fuiter. Et là, il y a des débats sur faut-il utiliser une IA dans le cloud ou une IA à la maison? Et pourquoi? Parce que si vous mettez vos données, vos secrets dans une IA hébergée par un tiers, vous pouvez considérer que l'information est perdue. Si vous le mettez chez vous, vous allez avoir d'autres contraintes, en particulier de puissance et de représentativité des données. Est-ce que vous avez assez de données pour que, sortie du modèle, la réponse induite soit fiable? Donc, pour résumer, l'IA, c'est un système d'information à part entière, et la sécurité de l'IA, en réalité, c'est ni plus ni moins que de la sécurité dans les projets qui vont venir décliner. Et il faudra se poser des questions, et ça sera l'occasion un petit peu plus tard, de se dire, en fait,
comment on va faire, comment on va s'en prémunir, de quelle attaque, de quelle méthode, avec quelle régulation et quels enjeux. Alors merci pour cette transition, toute trouvée entre la présence de l'IA qui à la fois, va être, la cible de cyberattaques, mais également un outil de cyberattaque, puisqu'on peut s'en servir de plusieurs façons différentes. Il existe déjà aujourd'hui des attaques qui ont été, démontrées sous forme de POC ou sous forme d'attaques réelles, basées sur des IA ou à l'encontre des IA. Aurélien, vous êtes, un peu le spécialiste, sur cette table ronde des différents types d'attaques qu'on peut envisager ou qu'on peut imaginer avec les intelligences artificielles. On parle d'attaques par empoisonnement, on parle d'attaques, d'oracles, d'illusions. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu aujourd'hui sur, ce qui a cours actuellement et les tendances que vous voyez dans les avenirs plus ou moins proches? Oui, alors, je vais pas essayer d'être exhaustif parce qu'il y a énormément d'attaques actuellement et chaque année, on a de plus en plus de publications sur le sujet. Donc si on part, du principe, si on s'appuie sur des benchmarks qui ont été faits au cours de ces dernières années, généralement, si on se place à un haut niveau, on peut classifier les, attaques en 2 catégories, selon 2 dimensions. La première dimension, c'est quel est l'objectif de l'attaque? Est-ce que l'attaquant va plutôt viser, l'intégrité du modèle ou va plutôt chercher à, heu, mettre en défiance, la confidentialité des données qui ont servi à l'apprentissage du modèle? Et la deuxième dimension, c'est à quel moment cette attaque va être mise en œuvre? Est-ce qu'elle va être mise en œuvre durant la phase d'apprentissage et ou durant la phase d'inférence? Et pour ma part, je rajouterais une troisième dimension qui est l'accessibilité au modèle. Est-ce que l'attaquant a un accès direct au modèle? Donc, est-ce qu'il est en possession du modèle? Donc, c'est ce qu'il a connaissance de l'architecture et des paramètres du modèle? Ou est-ce qu'il utilise le modèle via une API? Donc, dans ce cas-là, il va juste avoir accès à ses requêtes et aux réponses du modèle. Et donc là, on va plutôt parler d'accès en boîte noire. Donc, si je reviens à la première dimension, qui est quel est l'objectif de l'attaque? Donc, si on s'intéresse aux attaques qui visent l'intégrité du modèle, c'est-à-dire des attaques qui vont chercher à mettre en échec le modèle. Donc on peut citer parmi ces attaques, l'attaque assez courante, c'est une attaque dite par évasion qui a lieu durant la phase d'inférence. Donc l'attaquant a connaissance du modèle et il va, à partir de cette connaissance, il va simplement rajouter un léger bruit sur la donnée d'entrée qu'il va soumettre au modèle. Donc un bruit qui est souvent imperceptible pour l'œil ou l'oreille humaine, si c'est des données des images ou du son. Par contre, il va réussir à duper l'IA et donc mettre en échec l'IA. Et en fait, c'est pourquoi cette attaque est très connue, parce que justement, elle date de 2014 et c'était une attaque qui permettait de montrer de façon assez radicale les failles que pouvait avoir une IA et comment on pouvait facilement corrompre une IA. Donc si on se place dans le cadre réel, un exemple d'application de ce genre d'attaque, ce serait de rajouter un bruit donc imperceptible pour l'oreille humaine sur, par exemple, les musiques d'ambiance que vous avez dans les rues, de certaines villes françaises. Et le but de simplement mettre un bruit imperceptible, ça serait de prendre possession des assistants par commande vocale que vous avez sur votre téléphone et faire ouvrir des applications ou aller sur un site web dédié voulu par attaquant. Et donc, c'est pour ça qu'on parle un peu d'illusion d'optique pour le genre d'attaque pour l'IA, parce que l'IA, on se joue de l'IA finalement simplement avec un bruit imperceptible pour l'œil humain. Dans le même cadre d'attaque, donc toujours en visant l'intégrité du modèle, on parle souvent aussi d'attaque par empoisonnement. Donc là, je peux prendre l'exemple des attaques backdoor par porte dérobée, qui vont consister à empoisonner les données d'apprentissage qui sont utilisées durant la phase d'apprentissage du modèle. Donc là, on part du principe que l'attaquant va avoir accès à un sous-ensemble de données qui va être utilisé pour l'apprentissage. Il va empoisonner ces données en modifiant donc les données, c'est-à-dire en insérant potentiellement un motif élémentaire au sein de ces données et en liant ce motif élémentaire à un label spécifique. Donc après, ce qui va se passer durant la phase d'apprentissage, c'est que le modèle va prendre une corrélation assez forte entre le motif inséré et le label visé. Et donc, durant la phase d'inférence, lorsque ce motif va être présent sur les données, il va mettre en échec le modèle qui va prendre la décision voulue par l'attaquant. Donc pareil, ça va être plus simple avec un cas d'application concrète. Typiquement, quand on veut créer une base de données, on a besoin d'énormes données et donc un opérateur humain ne va pas pouvoir vérifier toutes les données.
Donc, c'est assez simple pour un attaquant de les empoisonner. Et si je prends l'exemple de la reconnaissance de panneaux, donc il y a un algorithme qui va être de panneaux routiers, un algorithme qui va être utilisé pour les véhicules autonomes. Si on a un attaquant, donc une personne malveillante qui va alimenter la base de données avec des données qui ont été modifiées, donc typiquement, ça va être des panneaux de la circulation au sein duquel il aura mis un post-it au centre du panneau. Donc, soit il les aura pris en photo physiquement, soit il aura modifié les données d'apprentissage numériquement en dessinant un post-it. Et après, donc, le modèle va apprendre va apprendre des données, donc va prendre ces données en compte durant l'apprentissage du modèle. Et après, dans le monde réel, si l'attaquant colle typiquement donc, il colle des post-it et il associe ce post-it au panneau limitation à 130 km/h, par exemple. Donc ça, c'est l'attaque. Et après, en phase d'inférence, si on a une personne qui a collé des post-it, disons, sur tous les panneaux stop de la région parisienne, lorsque le véhicule autonome va être en face d'un panneau stop avec un post-it, donc il va lier le post-it à la limitation 130 km/h. Donc au lieu de s'arrêter, le véhicule, au contraire, va accélérer et va potentiellement causer un maximum de dégâts pour la personne qui est dans le véhicule et la circulation en général. Donc ça, c'est pour la partie intégrité des modèles. Et on a une deuxième catégorie d'attaque qui est liée à la sécurité et à la confidentialité des données. Donc là, l'objectif de l'attaquant va être d'inférer des informations liées aux données qui ont été utilisées pour l'apprentissage des modèles. Donc généralement, ça peut être des données très sensibles comme des données personnelles issues de votre smartphone, des données de défense ou donc des données liées à la sécurité. Et donc là, dans ce cadre-là, on peut citer différents types d'attaques, des attaques d'appartenance, on aura peut-être l'occasion d'y revenir après, où le client est en possession d'un exemple et il veut savoir si cet exemple a été utilisé pour réaliser l'apprentissage du modèle qu'il a acquis ou qu'il veut tester. On a des attaques dites de propriété, où là, l'objectif va être d'inférer la propriété d'une base de données, et des attaques par inversion de modèle, où là, l'objectif va être de reconstruire une partie des données qui ont servi à l'acquisition et à l'apprentissage du modèle. Donc, si je donne un exemple, je vais juste prendre, par exemple, les attaques de propriété. Donc, l'objectif, c'est d'inférer une propriété de la base de données, propriété qui n'est pas forcément corrélée avec la tâche qu'on veut apprendre. Donc, si je prends l'exemple d'une application plutôt défense d'analyse de sites sensibles en essayant de détecter, par exemple, les observables militaires, donc les engins militaires, les tanks, les avions, à partir d'images satellites. Donc là, l'objectif de l'attaquant qui a récupéré un modèle, donc issu d'un pays lambda, par exemple, ça peut être par exemple d'inférer comme propriété la résolution des images satellites utilisées pour réaliser l'apprentissage du modèle. Et donc, ça va donner des informations sur l'avancée de la technologie du pays lambda et notamment sur la résolution des images qu'ils utilisent pour capter le monde à partir de leurs satellites. Et enfin, je vais terminer sur des attaques un peu plus dédiées aux modèles qui sont accessibles via une API. Donc, dans ce cadre-là, on a juste accès aux requêtes. Donc, on peut juste faire des requêtes, on a accès aux entrées, aux sorties. Donc, dans ce cadre-là, une attaque intéressante, ça peut être d'essayer de dupliquer le modèle auquel on fait face en envoyant un maximum de requêtes et justement en découvrant au fur et à mesure quelle est l'architecture et les paramètres du modèle qu'on cherche à dupliquer pour devenir un peu propriétaire d'une copie de ce modèle-là et avoir ce modèle chez nous. Et deuxième type d'attaque concernant les API, ça peut être des attaques dites de déni de service, où là, l'attaquant va plutôt chercher l'exemple qui va mettre en échec le service auquel il est en train de soumettre un exemple. Donc, par exemple, pour des services de reconnaissance d'image, il va soumettre une image très haute résolution pour ralentir le processus, ou des images dans un format un peu atypique qui, si elles ne sont pas gérées, vont potentiellement faire crasher le service et empêcher les autres utilisateurs de pouvoir l'utiliser. Et enfin, je vais terminer avec... donc là, clairement, on n'est pas exhaustif. J'aurais pu citer beaucoup d'autres attaques, les attaques byzantines, mais je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Et on peut citer aussi de nouvelles attaques liées à... par exemple, on peut citer liées aux IA génératives comme ChatGPT, donc les attaques par prompt injection. Mais là, je vais laisser la parole peut-être à Frédérica, qui est plus experte que moi sur ce domaine-là.
Donc les prompts à injection en anglais, le principe comme en cybersécurité offensive, c'est d'essayer de faire au programme ou à l'algorithme quelque chose pour lequel il n'est pas prévu et d'obtenir des résultats aléatoires. En ce sens, c'est la qualité, quelque part, de la programmation de l'algorithme par l'humain qui va faire la différence entre une IA sécuritaire, une IA qui ne l'est pas. Aujourd'hui, à quel point, au niveau des intelligences artificielles, celles qu'on utilise déjà aujourd'hui, l'humain a son importance dans la sécurisation? Oui. Donc, bonjour à tous. Je m'excuse par avance pour mon français si la prononciation n'est pas totalement correcte. Et donc, oui, je vais commencer avec le prompt injection. Et donc, qu'est-ce que c'est? Il consiste à avoir un acteur malveillant qui va introduire des instructions dans les données qui sont envoyées à le modèle. Donc, c'est un peu comme la SQL injection qu'on a vu dans le passé. Donc, pour faire un accent, pour faire quoi? Pour modifier le comportement du modèle. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on a? On a ChatGPT, on en a parlé beaucoup. Donc, on a la fenêtre, on va écrire notre instruction qui peut être, par exemple, faire une traduction d'anglais à français. Et depuis, l'acteur, le user, va donner la phrase qui doit être traduite. Donc, à l'intérieur de cette phrase, on va écrire des instructions qui peut-être ne considéraient pas ma instruction, ma phrase précédente, et écrit en blague. Et qu'est-ce qu'il va faire, le modèle, est d'écrire en blague. Et donc, c'est ça, je pense que c'est un peu l'exemple un peu plus connu. Mais on peut parler aussi, j'ai lu récemment un papier très intéressant de Carlini, qui parlait du modèle multimodal, donc les modèles où on a l'image et on a du texte et de l'image. Donc l'input, c'est le texte et l'image. Et les tasks de ce modèle, c'était d'écrire une lettre de référence. Donc, le user, qu'est-ce qu'il a fait, est de donner un texte très propre et une petite image avec du bruit. Et ce bruit, pour une humaine, peut être bien, mais un bruit qui s'était construit pour obliger le modèle à utiliser comme premier mot un mot toxique. De cette façon, toute la lettre de référence qu'il va avoir, le modèle à la fin, c'est une lettre offensive. Donc, c'est ça, c'est juste un exemple de comment les choses peuvent être utilisées. Et plus que parler dans cette case de l'erreur humaine, je parlerai de l'humain qui veut agir de manière mauvaise, de manière adversaire. Donc, c'est ça, c'est la chose qui est très, très, très importante à tenir en compte. Et aussi, j'aimais beaucoup dans la présentation de ce matin, où on a dit, bon, il y a beaucoup de vulnérabilités. C'est vrai, parce que je pense, comme pour les LLM, on est juste à le début du chemin de la découverte de toute cette vulnérabilité. Parce que je pense un peu comme quand on a découvert les adversarial examples, qui sont des adversarial examples, vous pouvez donner un exemple, c'est une image qui contient du bruit, et ce bruit va se faire tromper le modèle. Donc, si pour l'humain, une image avec ce bruit, un chat et un chat, pour les modèles, le chat et un chien. Donc, et c'est ça, c'était découvert après quelques années de la diffusion de l'SNN. Donc, je pense qu'on est un peu dans la même moment aussi pour ces nouveaux modèles, ces nouvelles technologies. Et donc, je pense que c'est très important de savoir utiliser les modèles et aussi instruire l'utilisateur à quelles sont les limites du modèle. Donc aussi ChatGPT, c'est pas parfait. Beaucoup de fois, il te peut donner il te peut donner, par exemple, si tu vas demander un papier, il te va créer un nouveau papier qui n'existe pas. Ou si tu le vas contredire souvent, il va changer d'idée. Aussi sur des tâches qui sont très très faciles, comme faire une addition. Donc c'est très très important, je pense, de savoir les limites de le système qu'on va utiliser.
Merci Federica. Tout à l'heure, vous évoquiez, Nicolas, l'importance des données qui sont entrantes sur les IA, qui sont traitées, qui sont finalement l'essence du moteur des IA. Aujourd'hui, le marché de la data, qu'il soit officiel ou non officiel, bat son plein. Le prix de la donnée s'envole de manière exponentielle tous les ans. Les data leaks sont là tous les jours. Je vais poser la question à Aurélien concernant cette information. Aujourd'hui, est-ce qu'on est en mesure de savoir qui collecte les données qui sont entrées dans les assistants ou dans les IA, où sont stockées ces données et par qui elles sont utilisées? Il y a eu, il y a quelques semaines, une fuite de données, alors très temporaire, très rapide chez OpenAI, où on a pu retrouver des informations d'un utilisateur qui était donc leaké sur un autre utilisateur, ce qui est la preuve que ça peut arriver. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut être certain de comment sont traitées les données entrantes sur les IA? La réponse sera non, mais je peux donner quelques éclairages. Donc déjà, il faut bien comprendre que aujourd'hui, on parle d'IA. Derrière l'IA, on parle souvent de data-driven systems, c'est-à-dire des systèmes qui sont basés sur la donnée. Donc vous l'avez bien dit, hein, c'est la pierre angulaire, c'est un peu le nerf de la guerre, c'est qui va avoir la plus grande base de données, la base de données la plus variable pour construire des IA les plus robustes possibles. Donc si on revient un peu en arrière, si vous m'avez posé la question il y a 10 ans, par exemple, je vous aurais dit non, j'ai aucune idée de comment sont collectées les données. J'ai aucune info sur qui collecte mes données, qui les utilise. Typiquement, il y a 10 ans, les géants de la tech, leur objectif, c'était vraiment de sniffer un maximum de données, les données de leurs clients, mais pas que, les données publiques, pour construire la plus grande base de données sur leur data center et ensuite espérer construire le modèle le plus robuste pour être en avance sur la concurrence. Aujourd'hui, si je me place dans le client d'une société, comme étant client d'une société qui veut construire un modèle de machine learning à partir de mes données, j'ai quand même plusieurs garde-fous pour avoir des bonnes idées de qu'est-ce qui va être fait avec mes données. Donc typiquement, il y a des nouvelles réglementations, le RGPD notamment en Europe, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, qui fait que la société est quand même censée me fournir comment ils vont utiliser mes données, pourquoi ils vont utiliser les données, est-ce que ça a des fins d'apprentissage ou uniquement ou pour potentiellement revendre ces données-là. Et aussi, quand on va sur des sites internet, maintenant, on a quand même la possibilité ou non d'accepter ou de refuser les cookies, ce qui limite quand même le risque qui améliore la vie privée des utilisateurs. Ça, c'est la partie législative. Il y a un deuxième point qui favorise aussi, et oui, si je suis clairement le RGPD, qui est un point important d'Europe, c'est que si une société exploite mes données, elles sont aussi censées les stocker sur un serveur qui est dans le même pays que le lieu de production des données. Bon, ça, c'est vrai pour certaines sociétés respectent ça. Après, ça ne s'applique pas forcément aux sociétés américaines qui ne suivent pas toutes le RGPD, qui sont plutôt sur le Cloud Act, qui est l'équivalent américain, qui est un peu plus permissif. Donc, je referme la parenthèse législative. Le deuxième point qui va renforcer la sécurité de nos données, c'est plutôt un point technique et un nouveau paradigme d'apprentissage qui est apparu en 2016, où c'est Google justement qui a proposé cette solution, c'est l'apprentissage fédéré. Alors pourquoi j'en parle? Contrairement à qui justement venait un peu en opposition à un apprentissage centralisé où tout le monde récupérait les données et les centralisait. Donc l'apprentissage fédéré permet en fait à plusieurs clients, donc que ce soit des utilisateurs de smartphones, des sociétés, des instituts type les hôpitaux, de construire un modèle d'IA de façon collaborative, c'est-à-dire donc sous la supervision d'un serveur central, mais sans que les clients aient à partager leurs données. C'est-à-dire les données restent au niveau local. Donc si je prends l'exemple des hôpitaux, c'est un moyen actuellement pour assurer la collaboration des hôpitaux sans centraliser les données. Donc chaque hôpital va apprendre un modèle en local à partir de les propres données, uniquement partager le résultat de cet apprentissage. Donc là, on partage le modèle et non plus les données, ce qui permet de garantir, ce qui permet justement de redonner la main à ceux qui produisent la donnée, à ceux qui ont la donnée, sur comment utiliser leurs données et en assurant le fait que celles-ci restent au niveau local. Donc bien sûr, ce n'est pas un système parfait parce que là, on protège la donnée par construction,
Par contre, on ne protège pas les transferts de modèles qui se font entre les différents acteurs. Et donc, forcément, il peut y avoir du modèle reversing pour essayer de récupérer les données des clients, mais il y a des moyens pour sécuriser ces transferts-là. Donc, ces deux phénomènes, donc le phénomène législatif, le phénomène plutôt technique, apprentissage fédéré, font que les données sont quand même beaucoup plus sauvegardées maintenant qu'il y a quelques années. Donc, on en reparlera, mais c'est aussi le rôle des institutions de mettre en place des lois pour le bien, enfin pour la sécurité de la vie privée de chacun. Et donc c'est ce qui a été fait au cours des années, au cours des dernières années, c'est ce qui est fait en ce moment au cours des différents débats autour de l'IA. Et c'est un point qu'on va rediscuter, je pense, dans les dernières questions. Oui, la souveraineté, le cloisonnement des données, la segmentation des données, ça fait partie des sujets de la sécurisation essentielle et élémentaire des IA. On y reviendra un petit peu sur les questions suivantes. Aujourd'hui, on parle de la sécurité. Beaucoup d'entreprises travaillent sur des produits qui vont aider à sécuriser les IA, ou en tout cas à sécuriser leurs utilisateurs. C'est peut-être une différence à faire entre les deux. Nicolas, aujourd'hui, comment l'IA supporte les enjeux de cybersécurité d'après vous? L'IA est utilisée dans trois grands cas. Le premier, c'est pour détecter des menaces sur la plateforme, des menaces au sein des systèmes d'information clients, des entreprises privées, publiques. Le deuxième enjeu, c'est le triage. Parce que cette course à la data est exponentielle. Il y a encore 20 ans, 30 ans, on stockait tout sur une disquette, on était ravis, ça tenait sur une disquette. Maintenant, le moindre document, le moindre mail, c'est des mégas, on parle de gigas, on parle de téra, on parle de péta. C'est la course à la croissance de la data. Mais cette course à la croissance de la data s'accompagne dans le monde cyber à la course de la télémétrie. La télémétrie, c'est ni plus ni moins que la représentation informatique de l'activité de vous, utilisateurs, des logiciels que vous utilisez et des interactions métiers de vos organisations. Et là, les volumes deviennent titanesques. Avant, on était heureux d'avoir un SIEM qui fait 100 gigajours, même 10 gigajours avant. Maintenant, on parle de péta. On parle vraiment de volumétrie complètement hallucinante. Imaginez un poste de travail unitaire, ça représente 20 mégas de télémétrie. Juste la représentation de votre activité représente 20 mégas par jour. Imaginez une entité avec 100 000 postes de travail. Ça commence à faire des volumes incommensurables. Et tout ça, vous allez demander à des humains de le traiter, de le trier, au travers des SOC, des Security Operations Center. C'est tout simplement pas possible. Donc, ce qui a été fait depuis plusieurs décennies, c'est dire on va faire des use cases. Donc, tous les opérateurs de SOC vendent finalement des scénarios, des cas d'usage. Je veux vous protéger contre un vol d'information, je veux vous protéger contre un recevement. Ils vous vendent ça dans un format de catalogue. Mais parce que la technologie ne permettait de dire je dois créer des zones d'ombre, des blind spots, donc je crée des use cases en disant c'est sur ça que sont les joyaux, c'est là qu'il faut protéger. Et voilà finalement, dans une approche du risque, finalement mes scénarios